Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Il est expert en communication. Momar Thiam, bonjour. Encore merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour et bonjour aux auditeurs de Sud Radio et bonjour surtout à mes amis de Sud Radio Ziguinchor. Je veux parler des MHD Institut. Oui, bien noté alors. je pensais à mon équipe qui est là-bas, je parle de... Et surtout à Yacinthe. Oui, Ignace D. Tout à fait. Merci beaucoup, Momar Thiam. Alors, Momar Thiam, 3 morts. 3 morts, c'est le bilan de la chaude journée de vendredi dernier. 3 au total, 2 dans le sud du pays, notamment à Ziguinchor et à Bignona, et un mort également à Dakar. Cela fait suite aux manifestations dans les rues de Dakar et de Ziguinchor, manifestations réprimées par les forces de l'ordre. Le contexte préélectoral reste très tendu entre le pouvoir et la coalition Yewwi Wallu, la principale coalition de l'opposition, mobilisée pour une participation totale aux législatives du 31 juillet 2022. Alors, question: enjeu démocratique, enjeu de pouvoir, qu'est-ce qui se joue présentement au Sénégal? Peut-on parler de crise politique dans notre pays? Les principes et conditions de la démocratie sénégalaise sont-ils respectés? D'abord, M. Momar Thiam, avec le recul, quelles leçons tirer de cette chaude journée de vendredi dernier avec 3 morts au total? Mais permettez-moi d'abord, Baye, de m'incliner devant la mémoire des victimes. Je dirais encore des victimes. Ouais, encore. Puisqu'on se souvient de ce qui s'est passé récemment le 8 mars dernier. Il y avait 14 morts. Spectre, on avait l'impression que ce spectre était derrière nous. Et malheureusement, on est dans une espèce de continuité. Et on a l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Et votre question, justement, interpelle la conscience citoyenne, interpelle les Sénégalais que nous sommes, mais interpelle surtout les pouvoirs publics. Parce que cette journée noire d'aujourd'hui est teintée de sang, parce qu'on a parlé d'un mort à Dakar, à Colobane plus précisément, et de 2 morts dans le sud du pays. C'est ça. Et ce qui fait 3 morts qui viennent s'ajouter aux 14 morts du 8 mars dernier, qui fait 17 morts dans un climat politique en ébullition continuelle, je dirais, et qui ne nous donne pas, en tout cas, l'impression de s'apaiser. On parle souvent de rapport de force en politique, mais le rapport de force doit d'abord être une confrontation d'idées. Et on a relégué la politique dans les méandres, si vous voulez, des ordures, ce que j'appelle, excusez-moi du terme, des ordures, et on l'a extirpé de ce qui fait l'essence même de la chose publique. Je veux dire par là, si on estime que la politique c'est un rapport de force, et que ce rapport de force souvent tourne au désavantage même des pouvoirs publics, puisque ces 3 morts, on est obligé de le constater, et ça peut-être des enquêtes le diront après, les 2 morts c'est par balle, ça veut dire que c'est les forces de l'ordre qui ont tiré. On est au regret forcément de penser que la sécurité qui devait être assurée par ces forces de sécurité n'a pas fait son travail comme il fallait. Et malheureusement, ces forces de sécurité, la force publique, est entachée de sang. Et c'est triste, c'est déplorable. La politique est quand même une noble mission, ce n'est pas un métier. C'est la raison pour laquelle souvent des personnes sont nommées par décret parce qu'elles ont une mission à accomplir. La politique, c'est une noble mission, raison pour laquelle il y a des élections et que les citoyens choisissent en âme et conscience ceux qui doivent les représenter, fussent-elles les élections législatives à l'Assemblée nationale, par la confiance qu'ils leur portent, mais aussi par les projets qu'ils portent. Mais ces projets-là, c'est de ça
dont il s'agit dans les élections, dans les périodes préélectorales dont il faut parler. Et c'est le cas. Mais ce n'est pas le cas exactement aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal. Parce que si vous regardez très bien le discours politique qui sous-tend toutes ces manifestations, on parle de troisième mandat. Alors qu'on est dans la perspective des élections législatives. On peut comprendre d'un point de vue communicationnel, stratégiquement parlant, qu'on brandisse toujours ce troisième mandat-là, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup écho au sein de l'opinion. Là, c'est en termes d'enjeu. C'est en termes d'enjeu. Oui. Mais alors que jusqu'au moment où l'on parle, aujourd'hui, on n'a pas entendu, en tout cas des coalitions, ou fût-il des personnalités de premier rang de la scène politique sénégalaise et qui aspirent à être dans l'hémicycle, parler de programme pour ce qui est de leur coalition ou ce qui est de leur parti ou ce qui est même de leur participation à ces élections-là. Le citoyen, en tout cas, qui a le dernier mot, un dernier ressort parce qu'il doit voter, dans certains cas ne comprend pas quel est le rôle de l'Assemblée nationale, ne comprend pas quel est le rôle du député et ne comprend pas comment fonctionne l'Assemblée nationale qui a un pouvoir en face du pouvoir exécutif. Et malheureusement, c'est ça les vrais enjeux. Et on a l'impression aujourd'hui les enjeux se sont déplacés vers un rapport de force qui malheureusement entraîne un rapport de force d'un point de vue, un rapport de force humain, parce que c'est des hommes politiques qui se battent contre d'autres hommes politiques. Sauf que le rapport de force, il est inégal, disproportionné, oui. Parce que le pouvoir à la police, à l'armée, à les renseignements généraux, alors que l'opposition n'a, comme disait Ablaïwad, que la rue, ou quelquefois même les médias, et je dirais même les médias sociaux, pour s'exprimer. On l'a vu aujourd'hui, on y reviendra. Oui, il s'agissait de manifestations. Or, une manifestation dans un système démocratique doit être organisée normalement. Ce n'est plus le cas au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les règles qui ne sont plus respectées ou comment expliquez-vous une telle situation? Mais il y a deux cas de figure. Oui. Le premier cas de figure, c'est d'abord de partir d'un principe qui est constitutionnel. La Constitution consacre aujourd'hui le droit de manifester. Maintenant, tout dépend de l'appréciation qu'en fait l'autorité publique, parce que si il y a des menaces à l'ordre public, effectivement, le rôle de l'État, ce n'est pas de réprimer, c'est réglementer et c'est d'encadrer justement ces manifestations-là. Et que donc, quelque part, l'opposition a plus ou moins raison quand elle dit on nous interdit de nous exprimer dans la rue, donc de manifester un droit qui est consacré par la Constitution. Oui. Ça, c'est le premier angle d'attaque. Le second angle d'attaque, c'est de dire que à partir du moment où cette opposition cherche à manifester, cherche à réitérer, à réitérer justement ce qu'ils avaient fait une semaine ou 10 jours avant, et fait face à une forme d'interdiction, cette opposition, d'un point de vue stratégique, n'a qu'un cheval de bataille, c'est de jouer sur la valeur ajoutée, ce que j'appelle la valeur ajoutée médiatique. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que si vous regardez bien, à partir du moment où on interdit à Ousmane Sonko de sortir de chez lui, et que la Constitution même, les droits fondamentaux, consacrent la liberté de circuler, d'aller et de venir. C'est le cas pour Barthélémy Dias, pour Déthié Fall, pour Ahmed Aïdara et même d'autres. Et que quelque part, on leur interdit de se déplacer. Ce qui est consacré par la Constitution, la liberté d'aller et de venir. Et j'irai même plus loin. Et qu'on interdit, par exemple, à Ousmane Sonko, même si, d'un point de vue stratégique, il a bien joué, d'aller prier, parce qu'on est vendredi, c'est-à-dire d'accomplir son devoir culte, la liberté de culte. On est en droit de croire que quelque part, ce sont des dispositions constitutionnelles qui ont été bafouées. Et que donc, c'est ces droits les plus élémentaires et les droits des autres, je vous parlais de Déthié Fall, je vous parlais de Barthélémy Dias et d'Ahmed Aïdara, qui sont bafoués. Et forcément, on sait qu'au Sénégal, on est très émotionnel. Et que donc, quelque part, une partie de l'opinion est plus ou moins saisie par cela et se dit finalement, là, la force publique va un peu plus loin, va même trop loin. Et que donc, c'est là où je dis que cette opposition, en tout cas Yewwi, a quelque part engrangé une plus-value médiatique, mais aussi émotionnelle,
du côté de l'opinion. Ça, c'est en termes de retombées. Vous êtes expert en communication. Comment, du point de vue de la forme comme du fond, analysez-vous justement ces différentes stratégies qui se sont opérées durant toute la journée du point de vue de la forme, à la fois du côté de l'opposition comme également des forces de sécurité. Mais écoutez, du côté de la forme, si on se place sur le camp de l'opposition, je dirais même quelque part c'est bien joué. C'est bien joué en ce sens que si vous regardez par exemple les images où Ousmane Sonko s'apprête à aller à la prière, on le filme chez lui, il descend des escaliers, donc il y a toute une scénographie quelque part qui est mise en exergue pour montrer à l'opinion qu'il est chez lui, qu'il est habillé de manière circonstanciée et qu'il va à la mosquée et que la caméra le suit derrière. Je veux dire, c'est de bonne guerre aussi, c'est de bonne guerre. La caméra le suit jusque dans les artères du quartier de Sacré-Cœur, jusqu'au moment où il fait face au port de l'ordre. Premier acte. Le deuxième acte, c'est quand il demande aux forces de l'ordre, est-ce que je peux aller prier? Et que les forces de l'ordre lui répondent que nous avons reçu les instructions de la hiérarchie pour ne pas vous laisser passer. Et qu'il se met lui-même à leur expliquer comment la liberté de culte est consacrée par la Constitution, quand la liberté de déplacement, d'aller et venir est consacrée par la Constitution. Démonter l'argumentaire. C'est démonter l'argumentaire et leur dire quelque part, si ce sont des ordres quelquefois qui ne sont pas conformes à ce que dit la Constitution, vous avez le droit de le refuser. Mais vous êtes victime autant vous que moi, puisque vous êtes obligés, vous, de respecter les instructions, donc les ordres, et que vous me demandez de ne pas passer et d'aller prier. Et que donc vous êtes autant victime que moi. Et il met ça sur le dos de sa cible, parce que là, il parle autant à l'opinion, mais aussi au président de la République. Parce qu'il dit c'est Macky Sall. D'accord? Et que donc ça c'est le second acte. Et le troisième acte, c'est quand il retourne chez lui et qu'il s'adresse justement à un autre micro pour dire, voilà, vous avez vu vous-même, le monde entier a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. On m'empêche d'aller et venir, on m'empêche même de consacrer ma liberté de culte. Et que donc, ça, je veux dire, d'un point de vue communicationnel, c'est quand même assez dynamique, c'est quand même assez productif, j'allais dire. Du côté du pouvoir, on a l'impression que ce qui s'est passé une semaine avant, c'est-à-dire cette forte mobilisation de l'opposition, en parlant de la coalition Yewwi Askan Wi, a quand même fait tache d'huile, et que quelque part le pouvoir, pour ne pas être surpris, a préféré prendre les devants. Mais prendre les devants, ce n'est pas, à mon sens, aller arrêter les gens devant chez eux. Je pense que d'un point de vue stratégique, il serait mieux pour les forces de l'ordre, en tout cas pour la hiérarchie, d'encadrer ces personnes-là pour voir jusqu'où ces personnes peuvent aller. Et que donc le rôle de l'autorité publique, c'est d'encadrer cela. Ce qui n'a pas été le cas, mais là, à mon sens, quelque part, il y a eu des failles, ou bien une faille stratégique, si je peux m'exprimer ainsi, en les empêchant d'aller et venir, et surtout d'aller prier. Et que donc, c'est autant productif pour Yewwi Askan Wi d'être dans cette logique communicationnelle-là, mais c'est autant improductif. D'ailleurs, ce qui a généré quoi? Ce qui a généré quelques manifestations, et malheureusement, des morts. Oui, des morts, malheureusement, c'est en termes de bilan. Et on a l'impression oui, que le pouvoir n'a pas appris, quelque part, des événements du 8 mars dernier, puisque il s'agissait de quoi? De l'arrestation éventuelle d'Ousmane Sonko, et qui a tout déclenché, même si on sait que ce qui s'est passé le 8 mars, il y avait d'autres griefs qui sont venus se greffer à cela, et notamment il y avait la période Covid où les gens étaient cloîtrés chez eux, etc., etc. Alors, Momar Thiam, expert en communication politique, finalement, enjeu démocratique, enjeu de pouvoir, qu'est-ce qui se joue présentement? Mais ce qui se joue présentement, c'est une chose très simple. Je vais argumenter ma démonstration. Oui. Nous sommes en 2022, et vous avez toute une jeunesse, cette jeunesse qui est née, pour la plupart en 2000 à 22 ans aujourd'hui. Cette jeunesse en 2012, au moment où le président Macky Sall est élu, n'avait quoi? Que 12 ans, 12, 13 ans on va dire.
Et que cette jeunesse-là n'était pas encore imbue de la chose publique et n'avait pas des référentiels d'avant. Je veux parler de la période de Senghor, la période d'Abdou Diouf, la période de Wade. D'accord? Et cette jeunesse aujourd'hui est cette jeunesse qui est trempée, je dirais même, qui est agglutinée dans les réseaux sociaux. Et qui n'a de référentiel que ce qu'elle voit dans les réseaux sociaux et qui n'est plus cette jeunesse que nous étions, nous, qui étions des réceptacles de la chose politique. Mais cette jeunesse-là est non seulement réceptacle, mais actrice de cette chose politique. Parce que cette jeunesse peut jouer dans les réseaux sociaux, peut s'exprimer dans les réseaux sociaux, peut répondre dans les réseaux sociaux, peut créer des médias et peut répondre même à l'autorité publique. Parce que l'autorité publique aussi utilise les réseaux sociaux pour sa communication. Du clic et du clac. Du clic et du clac, comme disait le président, le candidat Macky Sall à l'époque. Et c'est cette jeunesse-là aujourd'hui, quelque part, qui prend le pouvoir. Qui prend le pouvoir à travers les réseaux sociaux. Et c'est une partie de cette jeunesse qui est autour, justement, de cette opposition-là. Et cette opposition qui est plus ou moins jeune, je veux dire, en termes de longévité politique, je veux parler du cas d'Ousmane Sonko, et que cette jeunesse, quelque part, une bonne partie se retrouve dans cet Ousmane Sonko-là, qui est plus ou moins jeune, peut-être même plus âgé que ces jeunes-là de 22 ans, puisqu'il a plus de la trentaine, et qui parlent leur langage, qui utilisent leur manière de faire, qui s'identifient à cela, et quelque part qui transcendent, si vous voulez, toute une génération politique qui était là, que nous avons connue, vous et moi, et qui n'est pas justement en phase avec cette jeunesse-là. Oui, et c'est cette jeunesse-là qui prend le pouvoir à la personne de Ousmane Sonko, ou peut-être de Déthié Fall, de Ahmed Aïdara et d'autres, et qui dit, et parce qu'une jeunesse par nature, elle est rebelle, qui dit non sans comprendre, pour comprendre après, qui d'entrée dit non parce qu'elle exprime un pouvoir, n'est plus réceptacle, ne subit plus, mais est actrice de la chose publique. Et que donc, qui a cet espace numérique qui lui permet d'avoir les acteurs politiques de premier rang en face et de leur dire non, et quelquefois même de les insulter, malheureusement. Et malgré toutes ces tentatives, le président Macky Sall n'arrive pas justement à gagner la sympathie de cette jeunesse-là. Mais qu'est-ce qui fait défaut? Mais vous savez quoi? Parce que cette jeunesse, à mon sens, c'est comme disait un sociologue, cette jeunesse n'aime pas les héros, ne veut pas être, ne veut pas avoir l'impression qu'il n'y a qu'un seul guide qui est en face, comme on dit chez nous, moi boum, moi boumi, et que cette jeunesse veut partager le pouvoir. Et que quand vous avez un président de la République qui n'arrive pas forcément à parler à cette jeunesse via les réseaux sociaux et qui se contente peut-être de poser des actes politiques en termes je sais pas, d'ambition pour trouver de l'emploi pour les jeunes, mais qui fait que balancer de l'argent et qui ne peut pas, qui n'arrive pas à saisir ce qui fait la nature intrinsèque de cette jeunesse-là, qui n'est pas en phase, à mon sens, avec cette jeunesse-là, forcément cette jeunesse, non seulement elle est rebelle en face du président de la République, mais va aller chercher un identifiant ailleurs pour être encore plus fort et se mettre en face de ce président de la République-là. C'est d'ailleurs ce qui explique souvent que le président Macky Sall a souvent un discours assez dur en face de cette jeunesse-là pour dire, mais voilà, vous pouvez vous cacher derrière un micro, ou cacher derrière un ordinateur et insulter qui ce que vous voulez. Et en même temps, cherche à vouloir avoir cette jeunesse-là en disant, je vais vous trouver des emplois, j'ai mis en place des dispositifs pour que vous ayez des emplois, etc., etc. Et que donc, cette jeunesse-là ne peut pas être manipulée, si je peux exprimer un terme un peu plus vulgaire, si vous permettez cela. Oui. Et que donc, forcément, c'est un rapport de pouvoir. Oui. Et ce rapport de pouvoir-là n'est pas forcément à l'avantage de celui qui exerce le pouvoir. Parce que cette jeunesse voit toujours celui qui exerce le pouvoir comme étant quelqu'un qui impose la manière de faire. Alors cette jeunesse a besoin d'être consultée, d'être actrice, d'être co-auteur de la chose publique. Et c'est ça qui manque. Il ne suffit pas d'être en deçà ou au-dessus, mais surtout d'être avec. Mais oui. J'irai même plus loin. Oui. Et c'est Coluche qui disait que pour juger les gens, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut les aimer. Et souvent, on juge notre jeunesse
de par ses frasques, mais on ne juge pas notre jeunesse de par ses talents, de par son expertise, de par son savoir-faire. Et si on estime que cette jeunesse doit toujours être entretenue, c'est parce qu'on estime que cette jeunesse n'est pas peut-être assez formée, n'est peut-être pas assez organisée. Et pourtant, malheureusement, vous avez une bonne partie de notre jeunesse qui est très experte dans ce qu'elle fait, qui est très compétente dans ce qu'elle veut faire, mais qui manque non seulement d'appui, mais d'appui discuté d'un commun accord. Pas qu'on leur impose une manière de faire. Dans le parcours politique de Macky Sall, candidat en 2011 pour l'élection présidentielle en 2012, parlait souvent à cette jeunesse. Oui. Mais justement, à quel moment avez-vous senti cette rupture avec la jeunesse sénégalaise? Si vous voulez, vous savez, quand je disais que cette jeunesse elle est rebelle et qu'elle a 22 ans aujourd'hui, c'est que cette jeunesse a grandi avec le discours selon lequel la chose politique ne doit pas être un métier, mais aussi doit être une mission. Cette jeunesse politique a grandi avec des discours selon lequel, comme disait Macky Sall à l'époque, il faut bannir la transhumance politique. Cette jeunesse a grandi avec des discours selon lequel, comme Macky Sall disait, il faut rétablir l'autorité de l'État, mais et respecter la Constitution. Mais si l'État est le premier à ne pas respecter la Constitution dans son intégralité, ne serait-ce que le droit de manifester, ce que cette jeunesse rebelle réclame toujours, et que donc forcément cet État-là est un porte-à-faux, et donc est confronté à cette jeunesse-là. Et c'est ça qui fait que cette jeunesse se retrouve plus ou moins vers Ousmane Sonko, parce qu'Ousmane Sonko a un discours rebelle, je veux dire pas rebelle au sens rebelle des Casamançais, je veux être clair, mais rebelle au sens où refus d'un dictat. Cette jeunesse se retrouve chez Ousmane Sonko parce qu'Ousmane Sonko utilise les mots de cette jeunesse-là. Et que donc, forcément, il y a une sorte d'affection, d'attachement particulier, de fibre relationnelle entre cette jeunesse et Ousmane Sonko, qu'on ne retrouve pas chez Macky Sall avec cette jeunesse-là. Et cette jeunesse a l'impression, plus ou moins, d'être trahie dans le discours, parce que ce que Macky Sall disait de cette jeunesse, ou à l'endroit de cette jeunesse-là, en 2011 jusqu'en 2012, n'est pas le cas une fois Macky Sall président de la République. Mais justement, en conséquence, ce qui fait la force d'Ousmane Sonko reflète la faiblesse de ce point de vue du président Macky Sall. Mais alors, dites-nous, Momar Thiam, les principes et conditions de la démocratie sénégalaise, est-ce que ces principes et conditions sont respectés aujourd'hui au Sénégal, au regard de cette manifestation de ce vendredi? À partir du moment où la charte fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, consacre le droit de manifester, ce qui était introduit dans la modification de la Constitution sous Wade, mais si cet élément-là n'est pas, c'est-à-dire que si vous avez besoin de manifester, vous devez faire juste une déclaration. Si cela n'est pas respecté par l'autorité publique, ben forcément, l'État est un porte-à-faux. L'État est un porte-à-faux. Et que donc, la démocratie, elle est plus ou moins atteinte de ce point de vue-là. Deuxième chose, si on estime que l'exercice du pouvoir relève du président de la République, mais aussi de l'Assemblée nationale, et qu'on a l'impression que cette Assemblée nationale est plus ou moins une caisse de résonance des propos ou de la communication du président de la République, c'est-à-dire que si le président de la République dit oui, tout le monde dit oui, et on a l'impression qu'il n'y a pas un débat démocratique, forcément, il y a une entorse, si vous voulez, à la marche démocratique de ce pays. Et que ce sont ces petites entorses-là qui font que cette démocratie, elle est plus ou moins fragile. Et qu'on a l'impression que l'État, à défaut de discuter, de dialoguer, ce qui fait l'essence même de la démocratie, trouver des compromis, ou même quelquefois des compromissions, utilise la force. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que l'usage de la force aujourd'hui est devenu une habitude dans le gouvernement de Macky Sall? On a vu le résultat. À chaque fois qu'il y a un acte posé, manifestement, la répression est enregistrée comme réponse par rapport à l'acte. Finalement, on n'arrive plus à dialoguer.
on n'arrive plus à se parler. Ça, c'est une interrogation sur l'état de notre démocratie. De la même manière, dans un pays comme le Cap-Vert, aujourd'hui, l'expression démocratique est devenue naturelle. Un pays comme le Ghana, idem, aujourd'hui chez nous, au Sénégal, pourquoi ce n'est plus le cas? Pourquoi c'est si difficile d'organiser simplement des élections? Mais parce que organiser des élections, on a quand même une tradition d'organisation des élections au Sénégal. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment, et je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, où pour certains acteurs de la politique est un métier, alors que la politique est une mission, ceux qui estiment que la politique est un métier, vont s'acharner by any means necessary, comme disait Malcolm X, pour rester au pouvoir. Et si c'est par tous les moyens on cherche à se maintenir au pouvoir, forcément, ce qui huile, c'est soupape de sécurité même de la démocratie, sont plus ou moins ébranlés. Deuxième chose, si vous avez une opposition qui s'oppose pour s'opposer, mais qui n'est pas dans une opposition, ce que j'appelle une opposition constructive, c'est-à-dire s'opposer, mais proposer aussi. Forcément, il y a tout le temps des chocs entre le pouvoir et cette opposition-là, et on est d'accord sur tout, mais on est aussi d'accord sur rien. Mais regardez, ne serait-ce que pour le fichier électoral. Combien de fois nous avons audité le fichier électoral chez nous? Si on est dans une dynamique de ce type, on ne peut pas organiser des élections, je veux dire, normales, entre guillemets, libres et démocratiques, parce qu'il y a toujours des suspicions sur la fiabilité du fichier électoral. Si on veut organiser des élections, et qu'à partir du moment où ce sont, par exemple, les élections législatives, et qu'on publie les listes des candidats ou des suppléants, et que certains estiment qu'ils ne sont pas sur ces listes-là, et donc ils démissionnent, et ils quelquefois bafouent même la parole politique à ce niveau-là, et que les gens pensent que s'ils démissionnent, c'est parce que on leur a pas donné un strapontin pour être élu, ou pour être élu comme député, et que finalement, ces gens-là n'entrent en politique que pour des prébendes ou pour des postes. On n'est plus dans l'essence, ce qui fait même l'essence de la politique. Et donc, on ne peut plus discuter. On ne peut plus discuter. Le débat démocratique, c'est d'abord être un débat des idées, mais ça doit être basé aussi sur le respect des uns et des autres, du pouvoir, mais aussi de l'opposition, mais sur le respect des règles, d'abord de la Constitution, des lois et des règlements. Et, évidemment, si l'État, à un moment donné, est dans une perspective de faiblesse, parce qu'il y a eu des événements le 8 mars dernier, qui ont occasionné non seulement des morts, mais beaucoup de dégâts, et que pour éviter cela, l'État pense répression avant quoi que ce soit, forcément, il ne peut pas y avoir de discussion, ni de dialogue, ni de compromis, ni de compromission. Et on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire, ça part dans tous les sens. Oui, ça part dans tous les sens. Il a été question d'enjeux démocratiques. Vous avez justement expliqué de ce point de vue, mais dans le prolongement, est-ce qu'aujourd'hui ne se poserait-il pas, oui, un enjeu de pouvoir? Dans un contexte d'élection législative, il est de plus en plus, oui, question de pouvoir. Mais évidemment, vous savez, le pouvoir, c'est d'abord le pouvoir des urnes. Oui. Et donc, pour avoir ce pouvoir, il faut passer démocratiquement par les urnes. C'est la première fois au Sénégal où on évoque la possibilité d'une cohabitation. C'est-à-dire, vous avez des élections législatives qui se profilent à l'horizon, et pour la première fois, vous avez de la constitution de pôles, pour ne pas dire de coalitions dans l'opposition, et des coalitions assez fortes, et même assez structurées, et assez fournies même en personnel politique, si je puis m'exprimer ainsi, et ces coalitions ont de fortes chances, je dis bien de fortes chances, vu leur implantation locale et surtout départementale, d'engranger quand même des victoires. Et que donc, on est dans une perspective où on évoque la possibilité d'une cohabitation. Qui veut dire quoi? C'est-à-dire un président qui est élu démocratiquement et qui ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et que donc, demain, si l'opposition, dans sa diversité, Al Sénégal, Yewwi Askan Wi, Wallu, etc., gagne les élections législatives, ils seront majoritaires à l'Assemblée nationale, ils vont avoir un président de l'Assemblée nationale qui est issu de l'opposition, et le président serait amené même à nommer un premier ministre issu de l'opposition. Qui est-ce qui pourrait imaginer un tel scénario au Sénégal? Et que ce scénario-là, aujourd'hui,
et constitue une espèce de spectre, en tout cas, à la face du pouvoir en place, et que il ne s'imagine même pas que cela puisse avoir lieu. Alors que dans l'opposition, on imagine que cette possibilité, elle est tentante, elle est là. Seulement, cette opposition est plus ou moins écartelée entre Yewwi et Aar Sénégal. D'ailleurs, si vous regardez très bien, avec tout ce qui se passe, Aar Sénégal s'est juste fendu d'un communiqué pour dire... Pour dénoncer les arrestations. Mais alors que... Oui, mais tout en maintenant l'exigence du respect du calendrier. Non seulement l'exigence du respect du calendrier, et dit même que Yewwi Askan Wi, au même titre que Benno, ne doivent pas participer à ces élections-là. Et que donc, on a l'impression que, voilà, que même dans l'opposition, il y a un enjeu de pouvoir. C'est ça. Il y a un enjeu de pouvoir. Et donc, on a deux enjeux de pouvoir. Entre Yewwi et le pouvoir, entre Yewwi et Aar Sénégal, et que, pour la première fois, on évoque, je le dis encore, et ça peut être une possibilité, d'une cohabitation au lendemain des élections législatives, si toutefois ces élections ont eu lieu. Oui, et au regard de toutes ces manifestations, de ces mobilisations diversifiées, est-ce que vous avez l'impression que aujourd'hui l'ère de la majorité absolue est révolue? Je dirais... Parce que un peu partout à travers les élections enregistrées dans le monde aujourd'hui, oui, ça devient de plus en plus serré. Non mais, moi je dirais qu'à partir du moment où vous avez un président de la République qui a fait 2 mandats et qui est en face d'une opposition farouche contre un 3e mandat, et que vous avez eu des élections locales qui ont consacré quand même une bonne partie de l'opposition dans de grandes villes, pour ne pas dire Dakar, et que vous avez des élections législatives qui vont arriver et que vous avez des coalitions fortes dans l'opposition qui risquent d'engranger des points, mais évidemment, les majorités absolues, les majorités brejneviennes, si je peux l'appeler comme ça, sont non seulement en voie de disparition, mais sont révolues. C'est-à-dire que demain, on peut avoir une Assemblée nationale plurielle. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir, avec des députés, vous avez une opposition ou des oppositions avec des groupes parlementaires. Mais est-ce que les oppositions vont faire qu'une seule opposition en face du pouvoir, donc avoir une majorité? Ça, c'est une question. Mais ça, il faudra attendre les résultats de ces élections. Oui. Et je dis toujours, si toutefois ces élections auront lieu. Oui, le respect du calendrier toujours. Encore que Momar Thiam, invité d'objection, Yewwi et Wallu ont posé un premier acte de rassemblement organisé avec une mobilisation. Deuxième acte interdit, mais qui a quand même réussi. Quel doit être le prochain acte que poserait la coalition Yewwi-Wallu? Mais alors, si on écoute bien le discours d'Ousmane Sonko de ce soir, qui s'adresse d'abord aux Sénégalais dans leur généralité, et après, singulièrement, à la fin de son discours, il s'adresse aux jeunes, et qui s'adresse aussi aux gens de la diaspora, et on a l'impression qu'il y a un agenda bien organisé, un agenda bien établi et bien planifié, qui est en train de se jouer. Le premier acte, ça a été, comme il le dit lui-même, la manifestation de la semaine dernière. Le deuxième acte, c'est celui-là. Et quel va être le troisième acte? Ça, nous le saurons peut-être dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, juste avant la période de démarrage. De quelle nature ce prochain acte devrait-il avoir? De quelle nature? À mon avis, ce sera plus dans une continuité. Parce que lui-même, il le dit. Le combat ne s'arrête pas. Ce n'est que le début d'un combat, comme il le dit lui-même. Est-ce que c'est son combat à lui? Ou est-ce que lui, je veux dire individuellement parlant, puisque c'est lui qui s'est adressé aujourd'hui, ou est-ce que c'est le combat de l'ensemble de la coalition, en tout cas des Yewwi? Ça, c'est une question qu'il faut poser. Oui, mais sa posture en tant que tête de liste, est-ce que c'est ce qui lui augure vraiment toute cette centralité de la communication de la coalition? Évidemment, je dirais même, pour reprendre une expression commerciale, c'est la tête de gondole. Et que donc, on a l'impression que c'est lui qui dirige, et que c'est lui qui est devant comme un capitaine de bateau, et que les autres suivent, et que donc il trace la voie. Et le troisième acte,
est contenu dans sa déclaration d'aujourd'hui. Oui. Et que donc, le combat continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces élections législatives, en tout cas pour lui et ceux qui sont autour de lui, n'auront pas lieu à partir du moment où eux ne participeront pas à ces élections-là. Et c'est ce que dit aussi Barthélémy Diaz. Et que donc, ils vont toujours appeler à manifester, à résister. De quelle manière? Il faut dire aussi que, en termes de communication politique, si vous usez toujours du même stratagème, quelquefois ça peut être improductif. Parce qu'après, si vous voulez, les gens ne suivent pas. Maintenant, porter le combat au niveau international, c'est peut-être le cas, en tout cas avec ce deuxième acte, puisque il a joué plein feu avec les médias et notamment les réseaux sociaux. Mais demain, quelle va être la posture, quel va être le moyen par lequel ils vont passer justement pour manifester cet engagement-là, cette résistance-là, cette dynamique-là. Oui. Alors, je ne peux pas prédire ce qu'ils feront, mais en tout cas, je sais qu'ils seront dans la même dynamique. Alors, oui, justement. De quelle manière, ça... Mais en face, il y a la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar, aujourd'hui. Est-ce que finalement, Yewwi Wallu est en avance en termes d'actes et de stratégie sur la coalition présidentielle qui est Benno Bokk Yakaar? En tout cas, la semaine dernière, avec la forte mobilisation que Yewwi avait réussi pour le rassemblement, j'avais dit à un de vos confrères que leur campagne avait commencé et qu'ils avaient posé un acte fort et qu'ils étaient plus ou moins en avance par rapport aux autres, médiatiquement parlé et d'un point de vue populaire en tout cas. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, ils ont maintenu cette cadence-là pour ne pas utiliser l'expression cher à l'ancienne Premier ministre Mimi Touré, accélérer la cadence. Ils ont maintenu cette cadence-là. Mais peut-être que le troisième acte, ce sera d'accélérer cette cadence-là pour tenir en haleine et mettre la pression, en tout cas, à la coalition Benno Bokk Yakaar et surtout à la coalition majoritaire de ce pays jusque-là, pour être toujours l'alpha et l'oméga de l'agenda politique de ce pays. Parce que quelque part, ce qui s'est passé aujourd'hui a montré que Ousmane Sonko, que Yewwi Askan Wi, à travers les actes qui sont posés autour de Ousmane Sonko, mais aussi autour de Barthélémy Diaz, de Ahmed Aïdara et Déthié Fall, sont dépositaires, quelque part, de l'agenda politique et électoral de ce pays. Alors, seulement le président de la République dit que cet agenda, ce calendrier, sera respecté. Et donc, c'est un rapport de force. Oui. On verra ce qui se passera demain. Est-ce que c'est pas déjouer un tout petit peu la véritable fonction des élections législatives? Parce que aujourd'hui, ce qui apparaît aux yeux de la communauté, c'est que c'est le président Macky Sall qui est à la tête de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais qui apparaît comme étant tête de liste alors qu'il ne doit pas se présenter à ces élections. On ne sent pas les autres justement prendre le devant et assumer leurs responsabilités. Mais à mon avis, c'est que à tort ou à raison finalement. Il y a un problème communicationnel, en mon sens, je dis bien, ou un défaut communicationnel au niveau de Benno Bokk Yakaar qui se manifeste de la manière suivante, c'est que on a l'impression que c'est toujours l'ombre du... Non, mais on a toujours l'impression que c'est la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire il faut que Yewwi pose des actes et que Benno Bokk Yakaar convoque une conférence de presse pour répondre. Alors qu'en communication, il faut être dans la prospective. C'est-à-dire il faut anticiper. Et là, ils ont un défaut d'anticipation pour la bonne et simple raison, c'est que souvent, ils attendent que des actes soient posés de l'autre côté de l'opposition pour répondre. Et deuxième élément d'appréciation, c'est qu'on a l'impression... Yewwi Askan Wi a compris que le combat ne doit pas se mener entre eux et la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils ont déplacé ce combat vers un autre adversaire qui est le président de la République, puisque c'est le patron de Benno Bokk Yakaar. Et en déplaçant ce combat-là vers le président de la République, Macky Sall, c'est une manière de lui dire d'abord, que d'abord, c'est vous, le patron de Benno Bokk Yakaar, donc de cette coalition, jusque-là majoritaire à l'Assemblée nationale, et que donc c'est vous que nous allons combattre, mais nous allons aussi vous combattre sur le fait que vous vouliez, oui ou non, faire un troisième mandat. Et quand on voit la posture qu'a pris le président de la République face au protocole de la CEDEAO qui a été signé par 12 chefs d'État
et qui n'a pas été signé ni par Macky Sall, ni par le président et ivoirien, jusqu'ici, on n'a aucune congolais. réponse de la part du palais. Exactement. Oui. Et que donc forcément, malheureusement, cela donne des arguments à ceux qui disent que le président Macky Sall veut faire un troisième mandat. Ça donne des arguments forts. Et que donc, déplacer le curseur des élections législatives vers le président de la République en parlant de troisième mandat, mais ne parlant pas d'élections législatives, c'est une manière aussi de mettre la pression sur le président de la République, patron de Benno Bokk Yakaar, pour l'amener, si vous voulez, à non seulement faire sien ce combat-là, et être si vous voulez, comment dire, le punching ball, si je puis m'exprimer ainsi, de l'opposition, et faire leur communication à ce niveau-là. Et finalement, le véritable problème n'est-il pas le président de la République, président de la coalition Benno? Mais parce que forcément, si vous êtes président de la République, et que vous êtes président de parti, et vous êtes président d'une coalition, forcément, ce mélange des rôles, non seulement vous condamne face à des opposants qui, pour chaque élection, vous renvoient ça à la figure, mais vous condamne aussi en tant qu'institution présidentielle et vous affaiblit davantage. Et alors que le Macky Sall, lui-même, en 2011, je me souviens, dans ses arguments préélectoraux, parlait de cumul de mandats, contre le cumul des mandats, ne pas être président et être président de parti. Et aujourd'hui, c'est comme s'il s'est dédié sur cet aspect-là, et cela lui revient comme un boomerang. Et forcément, l'opposition y joue. Et il joue de manière... Alors, Momar Thiam, finalement, la finalité de tous ces actes qui sont posés, c'est la conquête de l'électorat. Aujourd'hui, est-ce que l'électorat a fini par décrypter les messages différents qui sont en train de lui être envoyés? Mais vous savez, l'électorat, il est pluriel. L'électorat, il est pluriel en ce sens que vous avez les adhérents et sympathisants des partis, vous avez les sympathisants des coalitions, vous avez aussi l'électorat flottant qui peut être un électorat qui est assez regardant sur les aspects programmatiques, c'est-à-dire les programmes des différentes coalitions. On parle d'élections législatives, donc de présence dans l'hémicycle. Et que si l'État, en tout cas, ne joue pas son rôle de producteur d'une communication publique pour expliquer les véritables enjeux de ces élections législatives, c'est quoi l'Assemblée nationale? Quel est le rôle du député? Quelle va être sa manière de travailler? Quel apport dans l'exercice du pouvoir? Et que l'opposition aussi ne joue pas son rôle de pédagogie explicative pour dire à l'électorat, voilà ce qui se joue en termes pour gagner le défi de l'adhésion. Pour gagner le défi de l'adhésion. Oui. Mais forcément, les électeurs vont plus ou moins être dispersés. Vous allez voir un électorat qui va obéir aux réflexes partisans pour voter pour son parti ou pour sa coalition. Vous allez avoir un électorat qui va voter pour l'opposition parce qu'ils sont de l'opposition. Mais vous avez aussi un électorat qui va s'abstenir. Qui va s'abstenir parce on parle de tout sauf d'élections législatives, puisqu'on nous parle de troisième mandat, etc., etc. Alors qu'il s'agit d'élections législatives. Et que donc cet électorat peut être plus ou moins, non seulement en déperdition, mais complètement désorienté. Oui, tel que c'est parti. Et souvent, ce qui explique d'ailleurs les fortes abstentions dans les élections législatives. Et c'est le cas, justement, c'est ça. La question, de plus en plus, aujourd'hui, au regard de ces différents actes posés, avez-vous l'impression que l'électorat suit à travers les catégories d'âge? Des questions se posent également. Est-ce que la majorité de la population s'intéresse ou pas à la chose politique? Mais vous savez, vous avez une partie de la population qui est abreuvée de la chose politique de par les médias et qui ne connaît de ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui montre. Vous avez ceux qui cherchent, c'est-à-dire qui font des recherches, qui étudient et qui commentent et qui analysent. Mais vous avez ceux aussi qui subissent la chose politique. Et que donc, dans ces trois catégories-là, vous avez peut-être des sous-catégories qui sont complètement dispersés parce qu'ils ne se retrouvent plus dans ce débat, etc., etc. Et que donc, le rôle de l'État, comme je dis, c'est de produire des stratégies de communication publique pour expliquer les véritables enjeux. Et de la même manière, il faudrait que l'opposition, au-delà des personnes, la personne d'Ousmane Sonko,
de Barthélémy Diaz, de Ahmed Aïdara, de Déthié Fall, puissent expliquer quels sont les véritables enjeux pour cette opposition en rapport avec les aspirations des populations. Et que les populations puissent se retrouver dans ces choix-là et pouvoir exprimer le choix en bonne conscience, en bonne intelligence même, par rapport aux besoins et ce qu'ils attendent aussi d'une Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui. Et vous allez voir d'ailleurs dans les manifestations de l'opposition, on parlera de tout, sauf de l'hémicycle. On va parler de la cherté de la vie, on va parler du troisième mandat, on va parler, si vous voulez, du problème des paysans, etc. Donc il y a un conglomérat de sollicitations, un conglomérat de dénonciations, et qui, quelque part, relègue aux oubliettes les véritables enjeux de ces élections locales. Alors, et encore une fois, vous avez aussi la société civile qui doit jouer son rôle à ce niveau-là. Là aussi, il y a au-delà d'appeler au calme ou d'appeler à la sérénité, mais aussi de faire de la communication publique. C'est aussi leur rôle, d'expliquer les véritables enjeux. Comme on fait pour la lutte contre le tabac, comme on fait pour la lutte contre le cancer, comme on fait pour la lutte contre les accidents de la route. Voilà les élections législatives, de quoi il s'agit. Voilà comment ça se passe. Voilà les enjeux. Comment on élit un député, les départements, comment ils choisissent le député, etc. C'est de la pédagogie explicative et c'est le rôle de l'État, mais aussi de la société civile. Oui, les différents acteurs. Mais aujourd'hui, Momar Thiam, les différentes catégories de la société, à travers d'élections comme celle législative, aujourd'hui, beaucoup parlent de report, d'autres parlent de maintien. Pour vous, est-ce que c'est parti pour être faussé ou est-ce qu'on devrait aujourd'hui, encore une fois, ouvrir les portes du dialogue? À quelle fin, si c'est le cas? Mais vous savez, aujourd'hui, le niveau dans lequel se trouve cette confrontation entre une partie de l'opposition, je me parle de Yewwi et de Wallu, et de Benno Bokk Yakaar, à travers la personne du président de la République Macky Sall, qui est patron de Benno Bokk Yakaar, on est tenté de croire qu'il est impossible, je dis bien qu'il est impossible de les mettre autour d'une table. Mais la politique n'étant pas une science exacte, peut-être qu'à un moment donné, il y aura un déclic, il se passera quelque chose pour que les gens s'asseyent autour d'une table. Parce qu'on n'a pas, une représentation totale au niveau des listes. Vous avez des listes suppléants ou bien vous avez des listes majoritaires. Et justement, pour les autres, c'est pas le cas. Il y a quelque chose qui pose problème en démocratie par rapport à l'état actuel des différentes listes. Non, mais parce que tout simplement, c'est le président Chirac qui disait à l'époque où j'étais étudiant en France, lors d'une visite à Abidjan, en Côte d'Ivoire, disait que la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Et quand il avait dit ça, nous étant jeunes étudiants rebelles, on disait que, mais voilà, il disait n'importe quoi. Mais on se rend compte quelque part aujourd'hui qu'il a plus ou moins raison, parce que cette démocratie à l'occidentale, qui a huilé quelque part notre marche vers les institutions, et aller à une vitesse tellement extraordinaire qu'on a l'impression que tout est permis. Regardez, ne serait-ce que pour la création des partis, on a plus de 300 partis chez nous. Et à côté de ces partis-là, vous avez aujourd'hui des mouvements qui sont nés de nulle part. Et aujourd'hui, qui viennent anéantir et qui viennent envahir l'espace public et politique et qui veulent être des acteurs de premier rang. Et que, comment voulez-vous organiser des débats, organiser des échanges entre ces différentes entités-là, et où chacun a l'impression qu'il a un semblant de pouvoir et qu'il doit s'asseoir autour de la table avec les autres. Et que les gens, quelque part, se regardent comme des chiens de faïence. Regardez entre les différentes coalitions aujourd'hui. Vous avez Al Sénégal, qui, plus ou moins, regarde les autres un chien de faïence. Regarde Benno et Yewwi se taper dessus, et se met au milieu pour dire ok, d'accord, mais en attendant, normalement vous deux là, vous devez pas participer à ces élections là. Mais on a l'impression qu'ils sont même pas de l'opposition, parce que dans une opposition dans un pays, souvent à un moment donné de lutte, quand même mutualise ses forces. Et là on a l'impression que les forces sont plus ou moins dispersées. Et ils pensent peut-être, je dis bien peut-être, à tort ou à raison, que cette dispersion là va leur profiter. Mais on n'en sait rien. On a aussi Buntubi qui est là, qui guette un tout petit peu et qui a sa partition à jouer. Et donc c'est très difficile dans ce conglomérat
de représentation politique, pour ne pas dire station politique, qui est une expression chère à Idrissa Seck, les mettre autour d'une table et pouvoir discuter. Et ça s'est reflété dans la constitution des listes, et ça s'est reflété aussi dans la réaction chez certains, à partir du moment où ils ont vu qu'ils n'étaient pas sur ces listes-là. Et on a ce qu'on appelle le grand petit rot, et ça part dans tous les sens. Et vous avez un confrère, d'ailleurs Jean-Pierre Correa, qui disait souvent que on a l'impression qu'on est dans un pays où tout s'est mbalarisé, ça part dans tous les sens. Et moi j'aime bien cette expression-là, et j'ai l'impression que c'est le cas. Oui, c'est le cas. Alors, justement, tout, en tout cas, se passe dans un contexte difficile. On parle de raréfaction des ressources, on parle aussi de cherté de la vie, et on parle également de crise de la santé. Le tout, si on doit rester sous l'angle politique, peut-on parler, à la lumière de toutes ces explications, que le Sénégal se retrouve désormais dans une crise politique? Mais forcément, on est dans une crise politique pour la bonne et simple raison, c'est que vous avez une bonne partie de l'opinion qui va transposer tous ces problèmes-là, la cherté de la vie, le problème de la santé, le problème des jeunes, de l'emploi, qui va transporter ça dans n'importe quelle élection. On va parler d'élections législatives, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler d'emploi des jeunes, on va parler du troisième mandat, on va parler des problèmes dans les hôpitaux, on va parler de cherté de la vie, de l'augmentation du carburant, etc. Mais on est dans une élection présidentielle ou dans une élection législative. Et donc, on n'est plus dans la perspective ni dans la réflexion intrinsèque autour du contenu ou des contenus d'une élection législative, mais on transpose tous ces problèmes-là vers ces élections-là. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans la perspective d'une élection et que tous ces problèmes-là étant, forcément, une bonne partie des citoyens transposent cela vers ces élections-là, et ce ne sont pas ces élections-là qui vont les régler. Ce ne sont pas ces élections qui vont les régler. Et souvent, c'est dans une élection présidentielle qu'on parle de ces enjeux-là. Et donc, forcément, on est dans une crise politique qui ne dit pas son nom, mais une crise politique, mais aussi dans une crise de représentation politique. Alors, quelle alternative finalement? Quelle alternative, d'autant plus que nous avons en face de nous un président de la République qui a un agenda en 3 dimensions. Une dimension internationale avec l'Union africaine, une autre dimension, politique, avec l'APR dans une coalition présidentielle qui doit aller à des élections législatives. Et l'autre volet, c'est le président de la République, président de tous les Sénégalais, dans un contexte aussi difficile. Quelle posture doit-il incarner, pour éviter le pire? Mais la posture, elle est très simple. Il est d'abord le président des Sénégalais et de tous les Sénégalais. Opposition, majorité y compris. La posture qui aujourd'hui sied à sa fonction, c'est d'être à côté de l'ensemble des Sénégalais. Je veux parler de la majorité, de l'opposition, des jeunes, des femmes, des personnes âgées. Ça, c'est ça que le Sénégal lui ont donné comme mandat. Ensuite, sa présidence au niveau de l'Union africaine, c'est aussi une mission à côté de ses pairs. Il joue cette mission-là aujourd'hui de manière très dynamique. Il voyage beaucoup, il plaide beaucoup pour l'Afrique, il est sur tous les fronts, il est même sur le front de la guerre russo-ukrainienne pour aller chercher des solutions, ne serait-ce que pour assurer l'approvisionnement en engrais des pays africains, pas uniquement pour le Sénégal. Mais il doit d'abord s'occuper, et ça c'est sa première fonction, qui est une mission sacerdotale, qui est de s'occuper des Sénégalais et de tous les Sénégalais. Et je pense que s'il agrège ces différentes démarches, toute sa dynamique présidentielle autour de cette mission-là, s'occuper des Sénégalais, ce sera une manière de désamorcer d'abord le climat social au sein de notre pays, parce que forcément, s'il s'occupe de cela, il sera amené à parler avec l'opposition. Pas uniquement quand il y aura une pandémie, mais là, on est dans une pandémie politique. Et pourquoi le président ne ferait pas appel à l'ensemble des membres de l'opposition, qu'on s'asseye
et qu'on discute avec l'appui. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Avec l'appui de la société civile, mais aussi des soupapes de sécurité que sont les confréries religieuses et l'Église. Pourquoi pas? Alors, parce qu'il en a ce pouvoir-là. Oui. Mais à partir du moment où il ne le fait pas, on a l'impression d'abord que c'est un président partisan et que c'est le président qui est là que pour son propre compte. Oui. Alors, une dernière image, celle-là qui nous a été servie, le chef de l'État en compagnie d'un insulteur de la République. Vous savez, Baye, c'est pas seulement le débat public qui a pris un coup à travers ce que vous venez de décrire, mais c'est surtout l'institution présidentielle qui est, à mon sens, ébranlée à travers cette rencontre entre le président de la Parce République. que vous avez travaillé avec un président de la République, je veux parler de Maître Wade, le président Wade, oui. J'avoue que personnellement, au-delà de mon rôle d'observateur, mais en tant que Sénégalais, quand j'ai vu les images de cette rencontre et que vous y avez compris quelque chose? Et que avant, j'ai revu les images de ce monsieur qui passait son temps pendant des années à insulter Macky Sall, le président de la République, le président de tous les Sénégalais, sa famille, les institutions de la République, de tout ce que représente l'État du Sénégal. La première question que je me suis posée, c'est d'abord, mais qu'est-ce qui a motivé cela? Ça veut dire que j'ai relégué au second plan mon ressenti en tant que personne, en tant qu'observateur de la vie publique, et j'essayais de comprendre. Mais j'avoue que j'étais dans le flou. Et la première observation que je voudrais faire, j'ai pensé à feu Bruno Diatta, qui était le chef du protocole. Qu'il repose en paix. J'ai pensé à Bruno Diatta pour la bonne et simple raison que, vu son expertise, sa manière de faire, son élégance protocolaire, son sens de la répartie, et son sens de l'observation et de l'attention auprès des présidents de la République avec qui il a travaillé, ma conviction était que si Bruno Diatta était là, ce monsieur-là ne mettrait jamais les pieds dans la résidence de l'ambassadeur du Sénégal en France pour rencontrer le président de la République. Première chose, observation. Deuxième observation, c'est de dire que je me suis dit, comme de manière innocente et quelquefois même naïve, mais est-ce que le président de la République sait à qui il s'adresse? Parce que quand ce monsieur l'interpelle en lui disant, d'abord, c'est Kali TV, je crois, votre défenseur, et que le président lui dit oui, merci pour le travail, je dis mais attendez, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que le président a été informé avant de la présence de ce monsieur? Est-ce que le président sait réellement ce que ce monsieur faisait jusque-là et constitué aux yeux des internautes qui le suivaient tout le temps dans ses diatribes, dans ses insultes, dans ses invectives, dans ses caricatures? Et si c'est le cas, cela veut dire que le président de la République non seulement le sait, mais qu'il a dans la tête autre chose, c'est-à-dire qu'il a peut-être une stratégie qui est de dire, mais regardez, ce monsieur m'a insulté tout le temps, mais j'ai pardonné et je l'accueille chez moi. Parce que quand il est dans la résidence de l'ambassadeur, il est dans la résidence du Sénégal, il est chez lui, puisque c'est la première personnalité de ce pays. Le sens du pardon peut être là, mais le sens du pardon à ce niveau de responsabilité doit être revu. Parce que ce monsieur, quand il insulte le président de la République, quand il insulte les institutions, quand il caricature des individus, il caricature des institutions, il insulte l'ensemble des Sénégalais. Il insulte les magistrats, les cours et tribunaux, le président de la République,
la Cour des comptes, la gendarmerie, la police, mais il insulte l'ensemble du Sénégal. Oui. Et que le président puisse l'inviter à sa table et faire un live avec lui de surcroît. J'avoue que je suis dans l'incompréhension totale. Alors, et je n'ai pas envie de faire un jugement de valeur du président de la République, d'abord pour ce qu'il représente. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est Coluche qui le disait, pour juger les gens, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut les aimer. Et j'ai pas envie non plus d'être inerte. Parce que, d'ailleurs, au moment où j'en parle, j'avoue que je suis un tout petit peu en colère, excusez-moi, parce que je ne comprends pas. Oui. Je suis dans l'incompréhension totale. Alors, une dernière question, Momar Thiam. Cette sortie du procureur avec cette arrestation autour de ce présumé, puisque rebelle, attendons la suite. présomption d'innocence existe. Oui, qu'est-ce que cela vous inspire? Cela C'est une autre image. Cela m'inspire deux choses, et c'est deux choses sous forme interrogative. La question que je me pose, c'est cette coïncidence entre l'arrestation de ce rebelle et la manifestation de Yewwi. C'est une question que je me pose. La deuxième chose, c'est si on écoute bien le procureur de la République, il parle de ce rebelle, mais il parle d'autres qui sont dans la nature et qui sont recherchés par les forces de l'ordre. Et que donc, on a l'impression, je dis bien on a l'impression, qu'il y a un lien qui est établi entre la manifestation de Yewwi à travers la personne d'Ousmane Sonko et un rebelle qui a été arrêté et qui voulait venir à cette manifestation avec ses acolytes et perpétrer peut-être des actes qui sont répréhensibles. Et que donc, effectivement, il est du rôle de l'État, quand il s'agit d'assurer la sécurité du public, de prévenir, mais aussi d'anticiper. On a bien vu que l'État, en tout cas, a eu la main assez dure et ferme auprès des rebelles en Casamance ou dans le Maquis, puisque des caches ont été détruits, des rebelles ont été tués, d'autres ont été capturés, et que si c'est dans cette logique d'aller chercher les rebelles ou de les arrêter, je dis l'État ne fait que remplir son rôle. Mais si cela, on essaie de créer un link ou de faire en sorte que cela se passe par ricochet avec la manifestation de Yewwi, on est en droit de se poser la question de savoir qu'est-ce qui motive cela. Et d'ailleurs, si on écoute la déclaration de Ousmane Sonko tout à l'heure à la radio et qui parlait du traitement singulier que fait toujours selon ses propos, Macky Sall, ce qu'il appelle aux gens du Sud et notamment de la Casamance, on est toujours dans cette dynamique qui est de créer un lien entre son appartenance ethnique, la région dont il est le premier magistrat, c'est-à-dire la Casamance, et sa posture politique aujourd'hui. Et il serait dangereux qu'il y ait un glissement de cette nature entre la rébellion, une personnalité politique et une région bien identifiée. Cela ne sert ni notre pays, cela ne sert pas notre climat social, et cela ne sert pas surtout la République. Parce que la République, elle est une et indivisible. L'État, la République, le pays, Momar Thiam, merci. Merci à vous, Baye. Ça a été encore une fois un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Il a été développé cette actualité, cette grosse actualité autour de cette manifestation de la coalition Wallu-Yewwi. Le bilan lourd encore une fois, 3 morts. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité également. Un grand bravo à notre équipe digitale à la tête Alioune Badara Socé, Abdoulaye. Nos programmes continuent sur la 98.5. Excellente suite sur Sen Radio. Au revoir.